Galina s'est redressée d'un bond. Son cœur cognait si fort qu'elle avait l'impression de l'entendre dans toute la pièce. Derrière le bois, la machine hurlait. Des étincelles devaient jaillir dans le couloir, éclairer les murs, noircir l'air. Mais personne n'est sorti. Personne n'a ouvert. Personne n'a osé. Elle lui a crié de partir. Il a répondu en rugissant qu'il allait entrer et qu'ils allaient enfin parler. Puis le bruit de la meuleuse s'est arrêté. Quelques secondes de silence. Et ensuite, le premier coup. Un choc d'une violence telle que les murs ont tremblé. Puis un deuxième. Puis un troisième. Ce n'était plus un siège. C'était un assaut. La porte a commencé à plier vers l'intérieur. Le plâtre du cadre tombait en poussière. Le meuble qu'elle avait poussé en travers a reculé de quelques centimètres en grinçant. Puis, une charnière a lâché. La porte s'est affaissée, ouvrant une fente étroite. À travers cette fente, Galina a vu ses yeux, rouges, fousses, habités d'une rage brute. Puis la baramine s'est glissée dans l'ouverture. Il faisait levier, il déchirait le bois, il cherchait à arracher ce qui restait. Elle a pris la poêle. Ses mains étaient glacées, mais à cet instant, la peur a changé de nature. Elle ne paralysait plus, elle brûlait. Elle est devenue colère, une colère immense, calme, presque pure. Cet homme n'allait pas prendre sa maison, il n'allait pas effacer sa vie, il n'allait pas la faire mourir comme un animal traqué. Elle a ordonné à Jorik d'aller dans la pièce du fond. Le chien n'a pas bougé, au contraire. Ce petit carlin de salon s'est posté à côté d'elle, les dents découvertes, émettant un grondement grave, incroyable, presque irréel dans un si petit corps. Puis la main de Pachka a franchi l'ouverture, sale, tatouée, frénétique, cherchant un appui pour repousser le meuble. Galina n'a pas hésité. Elle a levé la poêle et l'a abattue de toutes ses forces sur son poignet. Le son a été terrible. Un craquement sec, un cri sauvage. Il a tenté de retirer son bras, mais il était coincé. Alors elle a frappé encore. Une fois, deux fois, trois fois. Chaque coup portait les nuits sans sommeil. L'humiliation, la solitude, les appels ignorés, la peur de mourir dans le noir. Elle ne frappait plus seulement pour se défendre, elle frappait pour reprendre l'espace qu'on lui volait. Et c'est là que Jorik s'est jeté en avant. Le petit chien a mordu la manche, puis la chair, secouant de toutes ses forces, le bras coincé comme si sa propre vie en dépendait. Pachka hurlait maintenant de douleur, de surprise, de rage. Il insultait, menaçait, suppliait presque dans le même souffle. Puis la porte a cédé. Sous ses propres mouvements désordonnés, le meuble a glissé et Pachka s'est effondré dans l'entrée avec les restes de la porte, tombant à genoux à l'intérieur de l'appartement qu'il voulait conquérir. Son bras pendait bizarrement. Son visage était déformé par la douleur, mais dans sa main valide, il tenait encore la baramine. Galina se tenait devant lui, droite, la poêle dans une main, la laque dans l'autre. Il a levé les yeux vers elle. Et à cet instant, quelque chose s'est inversé. Il n'a plus vu une vieille tante seule et terrorisée. Il a vu une femme qu'il n'avait pas réussi à briser. Une femme acculée qui, au lieu de supplier, s'était changée en mur, en feu, en justice. Il a essayé de se relever, levant son arme. Alors elle a appuyé sur l'aérosol. Le jet de laque a frappé son visage de plein fouet, directement dans ses yeux déjà dilatés. Il a poussé un hurlement, lâché la baramine et s'est écroulé au sol en se tenant le visage, aveuglé, désorienté, gémissant comme un enfant monstrueux, ramené brutalement à sa propre faiblesse. Galina a crié d'une voix qu'elle ne se connaissait plus. « Ne bouge pas !» Cette voix-là, c'était la voix de toute une vie. La voix d'une femme qui avait enseigné, résisté, enterré les siens, survécu à tout, et qui refusait maintenant d'être la victime finale de son histoire. Et soudain, des pas ont retenti dans l'escalier. Lourds, rapides, décidés. Oh. Des hommes en uniforme ont surgi dans l'ouverture éventrée. Les forces de l'ordre, casques, gilets, ordre bref. Le vieux professeur du dessus, celui qu'on croyait trop discret pour agir, avait finalement appelé. Il n'avait plus supporté le vacarme, ni peu être le silence collectif des autres. Pachka a été immobilisé, menotté, emmené, son poignet cassé, les yeux brûlés, la rage enfin stoppée. Quand tout s'est terminé, le couloir était plein d'éclats de bois, de poussière,
d'odeur de métal chaud, de colle, de tabac rance et de peur. Galina tenait toujours Jorik dans ses bras. Le chien tremblait encore. Elle aussi. On gagne parfois un combat sans vraiment retrouver ce qu'on avait avant. Car la vérité, c'est que même après le départ du monstre, le mal reste quelque part dans les murs. Le lendemain, une nouvelle porte a été installée. Une porte d'acier, lourde, presque blindée, avec un Judas vidéo. Le professeur a aidé à trouver les artisans. Les voisins ont recommencé à parler doucement dans l'escalier, comme si tout cela n'avait été qu'un épisode regrettable à ranger dans la catégorie des choses qu'on préfère ne pas commenter trop longtemps. Mais Galina, elle, n'est plus la même. Le soir, avant d'aller dormir, elle pousse encore un meuble contre la porte. Juste au cas où, Jorik ne dort plus sur le canapé. Il dort dans l'entrée. À la moindre vibration, au moindre bruit, il grogne. La paix simple qu'elle espérait pour sa retraite n'existe plus. Son appartement sent de nouveau la vanille, le thé, les vieux livres, mais derrière ces odeurs familières, il reste toujours une trace invisible, celle du danger venu du sang, du lien familial devenu menace, de cette vérité terrible que personne n'ose regarder en face. Parfois, les gens qu'on devrait pouvoir laisser entrer sont précisément ceux qu'il faut tenir dehors à tout prix. Et c'est peu être ça, le plus glaçant dans cette histoire. Pas la violence, pas la nuit, pas la baramine, pas la porte découpée. Le plus glaçant, c'est qu'au début, il n'était pas un inconnu. Il était le neveu, la famille, le sang. Ce mot qu'on utilise pour excuser, pour pardonner, pour culpabiliser ceux qui se protègent. Alors dis-moi franchement, à sa place, toi, qu'aurais-tu fait? Tu aurais ouvert la porte à un proche en détresse? Ou bien, dans le monde d'aujourd'hui, faut-il admettre que parfois, le danger le plus mortel a déjà le visage de la famille?